Ça, c'est un excellent hamburger. C'est bon la goutte. Kept you waiting, huh? Si je devais me faire dessus des clés par engueule, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Recos, le podcast fait par des potes, pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode 4, si on suit la première chronologie, 2 si on suit la deuxième chronologie. Le remake, la nouvelle. Il y a déjà des prequels, des sequels et à n'en plus finir. On est déjà toute une saga. Salut mon team. Bonjour mon Jules. Comment ça va? Bah écoute, ma foi, plutôt bien. Ça roule? Ouais. Présent pour ce second petit enregistrement de qualité. Ouais, qu'on réalise plus au chaud que la dernière fois. C'est vrai que là on a des conditions un peu plus classiques de streaming, d'enregistrement, où on est, pour décrire un peu le contexte, on est un peu à distance, enfin on est même totalement à distance, avec nos petits micros en vocal interposé, voilà. Donc ça change de la montagne. Exactement. Ça change de la montagne. Alors mon gars, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Eh bien, chers amis, aujourd'hui, on va parler de 5 cm par seconde, un petit film d'animation réalisé par Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, le grand. Alors, l'unique. Pour nos éventuels auditeurs qui ne connaîtraient pas Makoto Shinkai, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Bah, si on suit la presse française ou européenne, c'est un peu le nouveau Miyazaki. Là, je sens déjà le ton moqueur. J'avoue qu'il y a un petit sarcasme là. Makoto Shinkai, non, ce n'est pas le nouveau Miyazaki, on va dire que c'est un réalisateur japonais qui a son petit studio d'animation qui est, je crois de souvenir, s'appelle Comics Wave. Un truc comme ça. Ok, je t'avoue que ouais, ça doit être ça. Ouais, Comics Wave Studio, un truc comme ça. Oui, je crois bien. Et voilà, il a réalisé de nombreux courts-métrages et aussi pas mal de longs-métrages, et dont le plus connu que vous avez sans doute entendu parler, qui est sorti en 2016, si je ne m'abuse, qui est Your Name, ouais. Your Name. Qui est Your Name, ouais. Tu l'avais vu, toi, Your Name ? Ouais, on l'avait vu ensemble au cinéma, gros, quand il était sorti. Parce que j'avais le souvenir d'avoir été voir avec Paul Luc, mais je savais pas si t'étais là aussi. J'étais là aussi, on est allé mater à 3 au cinéma. Et ouais, c'était soit 2016, soit début 2017, parce que j'ai le souvenir qu'on allait les voir en hiver. Alors c'était peut-être effectivement Your Name en janvier ou février 2017. C'est ça, exactement. Quand il était sorti dans les salles, quand il commençait vraiment à faire du gros tabac, quoi, quand on allait le voir. Ouais, c'est un film qui a eu une bonne renommée mondiale, on peut le dire. Qui a fait pas mal parler de lui au moment de sa sortie. Et donc, ouais, même en France, il le passait dans la plupart des cinoches. Ouais. Et c'est à cette occasion-là que une grande partie de la presse française, probablement même américaine, a découvert ce réal et l'a surnommé le nouveau Miyazaki. D'où mon ton un petit peu moqueur, parce que on va dire que Miyazaki, c'est un peu le Walt Disney japonais, enfin, même si c'est un comparatif qu'il n'aime pas non plus, mais on va dire que dès qu'il y a un nouveau film généralement d'animation un peu qui fait écho ou qui connaît du grand bruit, on va tout de suite le comparer à lui qui est devenu la référence un petit peu. Ouais, c'est ça, dès qu'il y a un film d'animation qui marche, on dit c'est le nouveau Miyazaki. Alors malgré le fait que le réalisateur ou la réalisation soit totalement différente. Donc, mais alors ça c'est intéressant et on en parlera peut-être vers la fin du podcast justement. Est-ce que la comparaison avec Miyazaki est justifiée ou pas? Si oui, dans quel... On pourra un peu en débattre, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'après voilà, je dis ça d'un ton un peu moqueur, mais c'est vrai que la discussion peut se poser quand même, quoi. Mais du coup, on va pas parler du Your Name pour le coup, que certains d'entre vous sans doute connaissent. On va parler donc de 5 cm par seconde. Et donc, mon cher Jules, comment toi tu résumerais brièvement, on va dire, l'histoire de 5 cm par seconde? Quel est le synopsis? 5 cm par seconde, c'est extrêmement simple. Hein. C'est un film d'amour entre un jeune homme et une jeune femme que la vie sépare en fait et que la distance finit par séparer. Et voilà.
Tout Oui, bêtement. c'est ça, tout bêtement, C'est ouais. le pitch le plus terre à terre qu'on puisse en donner, je pense, du film. Bah clairement sans spoil et hyper concis, pragmatique, c'est ça, hein. C'est totalement ça. Mais en même temps, c'est vrai que le film, déjà de base, est super court parce qu'il fait que 1 heure. Ouais. C'est un moyen métrage et voilà, ouais, c'est un petit peu ces deux amants qui sont séparés par la vie et enfin, comment dire, c'est aussi traité avec beaucoup de poésie, beaucoup de romance. C'est un film de romance, voire on en parlera peut-être dans les défauts, ouais. mais On en parlera peut-être. ok, Un bon. peu trop de romance peut-être parfois. Venant de toi, c'est que ça doit être quand même pas mal. Bah en fait, bon ça j'en reparlerai plus tard, mais disons que plus je le mate ce film, plus je le kiffe. Donc peut-être que j'ai eu un changement de mental, on en parlera, tu vois, mais... Mais après c'est vrai que, après tu vois, c'est quand même... Après si on peut rajouter un petit truc au synopsis, c'est un film qui est assez intéressant dans sa construction, parce qu'on suit en fait le personnage principal qui s'appelle... Je crois que comment c'est Takaki, je crois. Takaki, voilà, exactement. Il Ouais, me c'est semble, Takaki, ouais, c'est Takaki. À ne pas confondre avec le tataki, qui est une méthode de cuisson, je crois. Ou le tatami qui est... qui est l'endroit où on fait du judo. Et un très beau restaurant à Blois. Aussi, également. on vous le recommande. et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit le personnage principal sur 3 moments phares de sa vie. Donc au début, quand il est, on va dire, au collège, si je ne me trompe pas. Ensuite, en fin lycée. Et puis la dernière partie du film se situe dans sa vie d'adulte, quoi, quand il est dans la vie active. Du coup, on suit un peu l'évolution de sa vie pendant la petite enfance à sa jeune vie d'adulte, quoi. Ouais, et le film est clairement divisé en 3 parties avec des chapitres à chaque fois. Ouais. Et donc, bah, comment s'il fallait développer un petit peu plus, par exemple, la première partie, comment est-ce que l'exposition se fait? Qu'est-ce que ça nous dit? Ah bah si on peut parler de la première partie c'est vraiment, on va dire, ça nous raconte un peu l'enfance de Takaki et de sa bien-aimée, dont là pour le coup j'ai oublié le prénom. Ouais, alors attends, je vais essayer de la retrouver un peu. Parce que vu qu'on va en reparler, Akari, c'est Akari je crois. Je crois que c'est Akari. Je pense que ça doit être ça, mon gars. Akari, ouais. Ah, c'est Akari, top. Bah du coup, en fait, le premier acte, en fait, il est composé de la manière suivante, où, en gros, on assiste à la rencontre des 2 personnages qui se sont rencontrés en fait au primaire, et tout le premier acte est composé de la manière suivante où en gros alors qu'ils sont déjà séparés depuis un moment en fait parce que Akari a changé d'école, etc., et on voit en fait qu'ils s'échangent des lettres et tout, et on suit en fait, attends, si je peux me permettre, vas-y. Même au début, on nous explique que tous les deux c'est un petit peu des intellos, et que donc c'est ça. dans leur école primaire ils sont un peu exclus des autres, et donc ils sont amenés à tout le temps traîner ensemble. C'est ça. Tant et si bien que déjà enfants ils tombent amoureux, et tout le monde les charrie un petit peu, et tous les deux ils sont amenés à énormément déménager. Oui, on c'est nous vrai, faut explique préciser. pas vraiment la raison, sûrement pour le travail de leurs parents, mais ils bougent sans cesse dans le Japon, et donc ils sont séparés par des distances qui sont de plus en plus grandes en fait. C'est ça. Et exactement, et en fait on suit l'histoire de Takaki qui à un moment donné, juste avant qu'il déménage une nouvelle fois, et là où ça va vraiment l'éloigner, parce que je crois ses parents déménagent à Kagoshima, et Kagoshima c'est en fait l'endroit le plus au sud du Japon, hein, si je crois bien, non? C'est vraiment l'endroit le plus au sud du Japon. Que t'as vu de tes propres yeux. Effectivement. Très joli endroit. Et du coup, il déménage là-bas, et avant en fait que la distance soit trop grande, il part retrouver Akari, qui habite pour le coup dans le nord du Japon, pour la voir une dernière fois avant son grand départ. Et du coup, en fait, on suit les aventures de Takaki. Voilà, je t'ai dit, faut pas dire Tataki, mon gars. Ça va être horrible. C'est vrai que c'est dur à dire. De Takaki De Takaki-kun. De Kakaki-kun, qui va galérer de ouf pour... De Kakashi. À la fin du podcast, on va plus savoir leur prénom, mec, ça va être terrible. Donc on va suivre les aventures de ce personnage qui va, on va dire, galérer de pas mal pour rejoindre sa bien-aimée, pour la retrouver. Et on va suivre un peu son voyage et ses galères déjà pendant tout l'acte 1, où il change de train parce qu'il y a de la neige, etc. Les conditions climatiques ne sont pas très propices, et du coup il va galérer dans les trains, tout en ayant en fait toute cette période est agrémentée de ce flashback de la relation qu'il avait
avec cette fille pendant Avec, le primaire, quoi. Voilà. Akari, c'est Akari, c'est ça, ouais. Akari, ouais, avec Ouais, Akari. ouais. Du coup, c'est comme ça qu'on peut décrire le premier acte. Oui, c'est ça. En C'est gros, ouais. c'est son voyage en train pour aller la retrouver en plein milieu de l'hiver, Mhm. qui lui donne le temps pour repenser à toute leur relation depuis qu'ils sont enfants. C'est ça. Et à ce moment-là de l'histoire, donc dans le premier acte, ils ont donc 13 ou 14 ans, il me semble. Ils sont très jeunes, ouais. Jeune pré-ados, collégien, quoi. Ouais. Collégiens. Et ensuite, du coup, dans le deuxième acte, eh bien, Takaki a déménagé donc à Kagoshima. Et en fait, on suit plus du tout, on n'entend plus du tout parler d'Akari, Mhm. mais on suit une autre nana qui est dans le même lycée que lui. Mhm. Et le récit se passe au moment où tous les élèves doivent faire leur vœu d'université pour ensuite partir, quoi. Et elle est amoureuse de ce type, de Takaki. Elle fait du surf. Et il y a une espèce de corrélation dans l'histoire entre le fait qu'elle n'arrive plus à surfer et le fait qu'elle n'arrive pas à lui avouer ses sentiments. C'est ça. Et donc tout le deuxième acte qui se passe pendant un été, très vraisemblablement, va s'intéresser à cette fille qui n'arrive pas à lui avouer ses sentiments et lui qui pense toujours à son amour d'adolescence, à Akari. Et donc remarque même pas que la fille qui fait du surf l'aime, quoi. Ouais, c'est ça, qu'il ignore totalement ses sentiments. Ouais. Et ça qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est qu'en fait on change radicalement de point de vue dans l'acte 2, parce que dans l'acte 1 on suit un peu le point de vue de Takaki, et donc à travers ses flashbacks et ses longs monologues. Et je précise long parce que c'est vrai qu'ils sont assez longs les monologues. Ouais. Et par contre là totalement dans l'acte 2 en fait on suit carrément le point de vue de Nakae, je crois bien qu'elle s'appelle la fille. Allez, fact-check. Pour Nakae. Je crois que t'as raison, mais Kanae, ouais, c'est ça. Bon, Nakae, Kanae, voilà, Kanae. J'avais interverti les syllabes. Ouais. Et du coup on suit totalement le point de vue de Kanae et c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Et alors en fait, d'ailleurs c'est assez marrant quand ils disent qu'ils partent à Kagoshima. Alors Kagoshima c'est une préfecture du Japon, tu l'as dit, qui est la plus au sud. Et en fait pour les Japonais ou les gens comme nous qui connaissons un petit peu les arcanes de ce pays, voilà, vénérables sages que nous sommes. Des weebs, on appelle ça aussi. C'est assez facile de reconnaître l'endroit où ils sont, parce qu'en fait, ils sont pas vraiment à Kagoshima même, ils sont sur une île qui est au large de la préfecture de Kagoshima. Il y a 2 îles au large de la préfecture de Kagoshima. Il y a l'île de Yakushima, qui est celle qui a inspiré les décors de Princesse Mononoke, qui est super touristique, super connue. Et juste à côté, il y a une autre île qui s'appelle Tanegashima, et qui est célèbre au Japon parce que c'est le lieu d'où les Japonais envoient leurs fusées pour tous les programmes de recherche spatiaux, parce que c'est un point qui est pas loin de l'équateur, quoi. Un peu comme l'équivalent de la Floride pour les États-Unis. Et donc il y a aussi un élément de scénario par rapport à... une référence au lieu où ils sont, quoi. Au test de fusée, etc., qu'il y a lieu, ou plutôt à l'envoi de fusée qu'il y a lieu à cet endroit, quoi. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que dans la filmo de Makoto Shinkai, en tout cas le film qu'il a fait juste avant, était aussi traité énormément de thématiques aériennes. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je sais pas si tu l'as vu, cet autre film. Tu parles... Attends, si je me souviens, j'ai un problème sur le titre. C'était je le retrouve aussi, parce que je l'ai oublié pareil. C'est blablabla. La tour au-delà des nuages. La tour au-delà des nuages. Si, je l'ai vu effectivement. La tour au-delà des nuages. Ah, tu l'as vu, ouais. Je l'ai vu, ouais. Donc, j'en garde un souvenir un peu plus, on va dire, flou, mais je l'ai vu, ouais. La tour ouais, moi aussi, il faudrait que je le revoie. Ouais, donc, parce que La tour au-delà des nuages est sorti en 2004, et ça, là, 5 cm par seconde, on a oublié de le dire, c'est un film de 2007. 2007, ouais, exactement. Du coup, voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le bon résumé quand même de... Ouais, des deux premiers actes, parce qu'après on va pas... Les 2 premiers actes... Parce qu'après le 3e acte, bon, on va sans doute en parler par la suite, mais... notamment dans les points positifs, points négatifs, mais du coup, ouais, je pense que là on a fait déjà un bon tour de l'aspect global de l'œuvre, quoi. Effectivement. Donc, ouais, on a oublié de
de le mentionner au début, mais donc ouais, Makoto Shinkai, c'est un réal de films d'animation japonais. Alors il me semble qu'il a fait des trucs pour des jeux vidéo aussi, mais en tout cas il est surtout connu pour l'animation et 5 cm par seconde. Du coup, c'est son deuxième film. Il a sorti un total de 1, 2, 3, 4, 5, je check en même temps, de 5 films. 5 films, ouais. Sans compter les courts-métrages. Vraiment, sans compter les courts-métrages. Ouais. Et c'est vrai qu'il avait fait un court-métrage sorti en 99 qui est en noir et blanc, qui s'appelle Une femme et son chat. Son tout premier, ouais. Ouais, tout premier, où c'est un chat qui vit chez une femme. Et tout est raconté du point de vue du chat et ça dure, je sais plus, 3 minutes quoi. Et enfin, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est si je l'ai vu sur YouTube, donc ouais, je vois très très bien. Tu l'as regardé là après avoir regardé le film ou tu l'avais déjà vu avant? Je l'avais vu avant et je l'ai rematé il y a pas si longtemps pour me renseigner un peu pour le podcast et pour voir finalement son premier la première œuvre qu'elle a produit quoi. Et je trouve qu'il est déjà vachement bien fait et hyper drôle ce petit. Il est amusant. Hyper drôle, il est hyper amusant, ouais, hyper amusant. Donc voilà, on vous recommande de regarder ce court-métrage. Déjà, si vous n'avez jamais vu de Makoto Shinkai, c'est une première entrée en matière. Ça vous donne une idée un peu des ambiances que ce type aime travailler. Alors, il faut aussi dire que quasiment tous ces films sont des films de romance. C'est son thème principal. Ouais. C'est toujours un petit peu la même vibe, à l'exception d'un seul. C'est Voyage vers Agartha. Ouais, je sais pas si je l'ai vu aussi, ouais. Et ce film, en fait, à mon sens, parce qu'en fait, Makoto Shinkai, ça j'avais vu un truc sur lui, où ça a toujours été un réal qui a toujours percé au Japon. Enfin, toutes ses œuvres ont fonctionné très bien au Japon, mais très très peu à l'international, sauf justement Your Name qui l'a propulsé, du coup. Mais à ce que j'ai compris, c'est que pour Voyage vers Agartha, que j'ai vu et que j'ai trouvé assez bon, déjà c'est un peu plus au-delà de la romance, c'est plus un film d'animation d'aventure, un petit peu. Aventure, voyage. Et d'ailleurs, c'est sûrement son film le plus proche d'un film de Miyazaki. C'est ça, ouais. En termes d'inspiration. Ouais, en termes d'inspiration. Je sais pas, tu vois dans le film, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des décors, des personnages, le personnage principal, enfin l'un des personnages principaux, pour moi c'est du Ashitaka bis, vraiment dans le chara design. À un moment donné. Et genre même, tu sais, dans les trucs, les engins volants, etc., un peu semi-organiques, semi-mécaniques, on sent pour moi la réelle inspiration de Ghibli ou même de Miyazaki. Ouais. Et je pense qu'avec ce film, tu vois, il y avait une réelle volonté chez Makoto Shinkai de s'inspirer vraiment de ce qui marchait à l'international et de vouloir s'exporter grâce à ça, quoi. Probablement. Au final, c'est pas son film qui l'aura permis de vraiment s'exporter, donc c'est... Comme quoi. Ouais. Mais vachement bon aussi. Et surtout, pour revenir aussi sur les deux premiers trucs qu'il avait fait, notamment l'histoire avec le chat dont tu parlais, et aussi The Voice of Distant Star, pour le coup, que j'ai vu, il y a pour le coup, pour le podcast, donc dans la semaine. Attends, The Voice of Distant Star. Ouais, c'est son second court-métrage, celui qu'il avait fait juste avant de se lancer dans le... Enfin, c'est son second court-métrage. Ah ouais, ok, celui-là, je l'ai pas vu pour le coup. Qui est sorti en 2002, qui dure... je check en même temps, mais il dure 25 minutes, donc ce qui est pas forcément très long non plus. Ouais. Et ce qui est intéressant avec ces deux premiers films, donc le Voice of Distant Star et le court-métrage sur le chat, c'est que, mec, en fait, les deux premiers films, c'était avant qu'il crée son studio d'animation. Et du coup, il a fait tout seul avec sa femme. C'est-à-dire les dessins, l'animation, le doublage, etc. Enfin... le doublage et tout, le sound design aussi, et c'est ça en fait, c'est vraiment, il a touché un peu à tout pour réaliser ses deux premiers courts-métrages, et ça je trouve ça assez dingue. Et alors c'est vrai que ça c'est intéressant que tu le mentionnes, parce que il me semble que j'avais avoir lu quelque part que même au sein de son studio, c'est lui qui fait énormément du taf. Enfin, il a pas une très très grosse équipe quoi. Et beaucoup du taf de ce que tu vois visuellement à l'écran, c'est sa patte quoi. C'est lui qui l'a. Effectivement. Ça on peut le constater vite même dans 5 cm par seconde, où tu sais, à 5 changements de chapitre, tu as une sorte d'entracte, un mini-générique, où tu vois son nom qui apparaît en tant que réal, et 3 animateurs, maximum. Ouais. Donc, équipe assez réduite, et pour un court-métrage, même de 50 minutes, avoir 4 animateurs pour chaque séquence, 4 personnes, c'est quand même, je pense, un travail monstrueux. Donc, et je pense que c'est un des trucs qu'on peut dire aussi sur ce film, quand on l'évoque d'une manière générale, c'est que
visuellement, et c'est même ça qui caractérise marque de toute la fabrique, ouais. filmographie de Makoto Shinkai, c'est bluffant, quoi. C'est bluffant, ouais. C'est un film de 2007, ça t'éclate la rétine à quel point t'as des plans qui sont bien pensés, qui atteignent un niveau de détail et de beauté dans les couleurs, enfin, je connais pas une personne qui peut rester de marbre face à... Ah bah au décor et au décor, ouais. C'est ça, comme tu l'as dit, la beauté, l'utilisation de la lumière qui est juste aussi incroyable. Et bah ouais, c'est ça, on peut résumer. En fait, si on peut résumer ce Makoto, c'est que je pense que c'est l'un des réals, tu vois, qui accorde parfois même beaucoup plus d'importance au décor et aux objets qu'au chara-design de ses personnages, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et contrairement, bah tu sais, à beaucoup de studios d'animation, pas forcément pas forcément des réalisateurs de longs métrages. Moi, je pense, tu vois, là, que j'ai jamais vu autant d'attention portée au décor et beaucoup moins sur parfois, et là ça s'est vu, même si c'est grandement amélioré, ou sur les personnages, là par exemple bah, dans 5 cm par seconde, où les personnages finalement ils ont un chara-design assez classique, quoi, un peu assez lambda. T'as raison. Et je pense que c'est toi qui m'avais dit ça à un moment donné, c'est un peu Makoto Shinkai, c'est un peu le réalisateur qui rend les choses, les trucs ennuyeux, merveilleux. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Enfin, c'est que je le dirais comme ça, c'est que c'est un mec qui va magnifier la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'un truc que t'aurais tendance à voir de manière complètement banale, comme, je sais pas, un écran d'achat de tickets de métro, ou bah, des portiques du métro, ou bah, voilà, des trucs de la vie du de tous les quotidien, jours. ouais, le quotidien. Ouais, là, je pense beaucoup au métro parce que le film commence sur le voyage en train. Le là, voyage en justement. train, donc ouais. Et bah, il va te les rendre jolis, quoi. Et même jouissif, même j'allais dire un peu jouissif quand même. Et un peu parce jouissif, que, bah là, pas dans 5 cm par seconde, mais dans Your Name pour le coup, là où les dessins, enfin son style a aussi grandement évolué et ça se ressent vraiment, ne serait-ce qu'au niveau des décors et de la beauté du truc. Genre moi je me souviens d'une scène où déjà il y a eu à un moment donné il y a un personnage qui coupe une tomate. Et couper une tomate, genre, c'est pas la chose la plus intéressante du monde, quoi. Et tu la vois couper une tomate et tu vois la tomate se fendre et c'est juste magnifique. Mais ouais, magnifique. ça te donne envie de couper plein de tomates toi aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là, en fait, bah ça, c'est pour ça que je pense que ça rend aussi le truc un peu, je dirais, jouissif. C'est que le travail sur le sound design et avec l'utilisation des SFX, il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable parce que tu sais, bah, quand t'entends par exemple un portable ou quelqu'un pianote sur son portable, tap, 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 des bruits du quotidien, et là tu vas entendre à l'oreille, on va dire que ça va être hyper épuré, et toi à ton oreille, ça va te faire un sentiment de ah, mais c'est. Ça t'immerge dans le truc, enfin c'est hyper agréable. Quoi. Ouais, il y a presque un côté ASMR visuel en fait. Bah visuel et auditif, ouais. Et auditif aussi. Ouais. Donc voilà, et bah comme tu l'as dit aussi, bah c'est vrai que bah, le thème principal de Makoto, à part pour le voyage vers Agartha et le film sur les chats, c'est vraiment la romance pure et dure. Et la romance à la japonaise. La romance à la japonaise, ouais. Il faut préciser ça. Et enfin, on en parlera. C'est peut-être ce qui freinera beaucoup de gens de regarder ce film. Mais après, et après, tu vois, je pense que si, tu vois, le thème, et je pense qu'on peut le voir à travers sa filmo, hein, c'est vraiment la romance, mais aussi les barrières aussi, la romance et les barrières, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Par exemple, dans Your Name, c'est l'éternel débat modernité versus tradition, tu vois. Ouais. Là, ici, dans 5 cm par seconde, c'est la distance. Dans le Jardin des mots, qui est un autre court-métrage qu'il a fait, c'est la différence d'âge. Tu vois. Ouais, t'as raison. À chaque fois, c'est deux personnages qui s'aiment, qui veulent s'aimer, mais entre lesquels il y a une barrière. Ouais. Qui a une barrière et qui sont un peu séparés de manière très fatale, ou bien du moins qui connaissent beaucoup de difficultés liées à des circonstances qui les dépassent, quoi. Donc, voilà. Très fine analyse, Docteur Delobel. Merci. Bah du coup, je pense qu'on a un peu fait le tour maintenant, du personnage. Du personnage qui est Makoto, pardon, Shinkai. Et bah du coup, maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans le lard, c'est-à-dire comment on a découvert ce petit bijou, cette petite œuvre qui est 5 cm par seconde. Jules, comment tu l'as découverte, toi ? Écoute mon gars, moi je l'ai découvert complètement par hasard. Alors à l'adolescence, à l'âge qu'ont les personnages au tout début du film, je devais avoir 14 ans quand j'ai maté le film, où j'étais sur
un site de téléchargement et j'avais envie de me mater des animés. Je crois que je devais sortir de Naruto à ce moment-là. Ah oui. Et donc j'étais un peu en manque enfin, je dis sortir de Naruto, non, c'est pas que c'était terminé, mais ça devait être le moment où... L'arc Pain, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça devait être ça, ouais. Et donc je cherchais, j'étais en Normandie à ce moment-là, je cherchais des films d'animation à regarder et je suis tombé sur un site de films d'animation dans lequel il avait une longue liste, tu vois, c'était une page internet avec toute la liste des films qu'ils avaient sur le site. Ouais. Et le premier, comme c'était un chiffre, c'était 5 cm par seconde, le premier de la liste. Et direct, j'ai vu le titre et le titre m'a intrigué en fait. D'accord. Et donc j'ai cliqué et en voyant déjà les visuels, je me suis dit ouais, il a l'air assez canon ce film. En voyant qu'il durait 1 heure aussi, c'est un argument. C'est encourageant pour aller le voir, ouais. Ouais, je me suis dit ça va pas me prendre non plus trop de temps. Et au final, je l'ai regardé une première fois en passant quand même en partie à côté de l'histoire, je pense. J'étais surtout happé par les visuels. Et ça m'a demandé, je pense que là, mon visionnage que j'ai fait pour le podcast, ça devait être le 4e. Ah oui, quand même. Ouais, quand Ouais. même. Donc je l'ai revu encore quelques fois entre temps pour mieux le cerner, quoi. Ouais. le cerner, ouais. Parce que ouais, la construction, la narration est pas évidente, je trouve. Enfin, c'est décousu quelque part, on comprend pas toujours tout, et il y a des choses c'est beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de choses qui te sont suggérées, et donc c'est pour ça, je pense que c'est un film qui mérite. Bah, second regard, ouais. Ouais. Je suis bien d'accord. Et toi, mon gars? Bah, je crois que mec, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce film parce que tu m'en as parlé, mais moi j'ai plus le souvenir que tu m'en avais parlé quand j'avais déjà un peu plus âgé, quand j'avais 15-16 ans ou 16-17 ans. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est toi qui m'en as parlé totalement. Tu m'as dit, Matt, ce film, il est hyper beau visuellement, tu vas être bluffé, nanana. Et c'est vrai que moi, je sortais, tu vois, de ma période où un peu j'avais fait le tour un peu des Ghibli, alors, de Miyazaki, d'Isao Takahata. Et c'est vrai que je recherchais un peu d'autres films d'animation ou de séries animées. Et c'est vrai que tu m'as parlé de Makoto Shinkai et de, là, spécifiquement 5 cm par seconde. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, et après je l'ai regardé. Et je t'avoue que ouais, le premier, je crois que je l'ai maté peut-être un peu pareil que toi finalement, 3-4 fois, tu vois. Mais mon premier visionnage, c'est quand j'avais 16-17 ans. Ouais. Et bah, sans mentir, j'ai pas vraiment aimé le film, tu vois. Ça, on en reparlera après. Mais je me souviens que déjà à l'époque, ouais, tu m'avais dit que t'avais pas accroché. J'ai vraiment pas du tout accroché, ouais. C'était, même, au bout de l'heure, j'étais en mode, waouh, j'étais à la fin, j'étais en mode, ouais, c'était pas dingue, hein. C'était pas dingue. Mais bon, justement, mon avis a évolué, donc c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Ok. Et donc, bah, écoute, enchaînons. Hein, on peut enchaîner, ouais. Comment ton avis a évolué sur le film Bah, en fait, bon, au-delà du fait que j'ai eu une grosse période rom-com et que ça t'a transformé. Ça m'a transformé. Peut-être que je suis un peu en PLS émotionnellement et sentimentalement parlant en ce moment. C'est pour ça peut-être que je suis plus sensible à ce genre de thématique, mec. Ça doit être ça. Non, mais plus sérieusement, en vrai, je pense qu'avec, comme tu l'as dit, prends tes cachets de Prozac et puis on continue. Ça ira mieux. Je pense que plus sérieusement, comme tu l'as dit, mec, c'est 5 cm par seconde. Ça fait partie des films qu'il faut mater au moins 2 fois, voire 3. Et parce que en fait, la première fois que je l'ai maté quand j'étais jeune, effectivement, le visuel m'avait bluffé parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est indéniable. Mais c'est vrai que l'histoire que je trouvais vraiment cul la praline, on peut le dire comme ça m'avait ennuyé. Ça m'avait ennuyé. Mais justement, en point positif, maintenant, mon avis a évolué. Pourquoi ? Parce que, en fait, je trouve que 5 cm par seconde, notamment là, lors de mon dernier visionnage, même si le speech de base peut paraître un peu gnangnan, je trouve que la manière dont... Carrément, carrément, ouais. Je trouve que la manière dont il est construit, mec, et même la finalité et le dénouement, je trouve qu'il est traité de manière assez réaliste et assez adulte au final. Derrière ces côtés un peu cuculapraline, tu vois, c'est pas le film romantique le plus niais que j'ai vu de ma vie, loin de là, je trouve. Ouais, clairement. Et je trouve qu'il est finalement assez mature. Voilà, vraiment mature. Ouais, il est assez niais dans la forme, dans l'exécution. Parce que bah tu l'as dit, c'est beaucoup le personnage principal Takaki qui se tape des monologues. Il se plaint un peu de la vie, hein, on va pas et où il est bloqué dans la neige avec dans le train qui est immobilisé dans la neige et il est là en mode elle doit m'attendre à la gare. Un peu la vie c'est sale race quoi. Oui, c'est ça et c'est vrai que moi en le revisionnant là, je me suis
sais, tu le vois bloqué dans son train là et tout, et il est là et en mode est-ce qu'elle m'attend encore? Je suis là en mode putain, paye tes problèmes de riche quand même. Hein. Ouais, tu vois, c'est ça, tu vois. Alors, après, t'as un peu pas de pragmatisme, tu vois, t'as pas de mec, c'est ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse du film, Oui. je trouve, c'est que c'est le fait de s'attarder sur des petites choses. C'est que ça en fait, ce film, c'est s'attarder sur des petites choses, des choses qui ont l'air insignifiantes et les amplifier. Amplifier des émotions, amplifier, on le disait, des objets du quotidien. Voilà, c'est un film qui amplifie des choses sur lesquelles, en général, on prête pas forcément attention. C'est ça. Quoi. Parce que c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je dis que plus de fois on le mate, et surtout plus on prend de l'âge, et plus on prend de l'âge et plus on est âgé, plus on peut apprécier, franchement, je pense, ce film. Parce qu'en fait, des choses que je considérais comme des points négatifs lors de mon premier visionnage, c'est pour ça que ça va être très difficile d'être synthétique, mais des choses que je considérais comme négatifs lors de mon premier visionnage quand j'avais 16-17 ans, maintenant je considère presque que c'est des points positifs à leur manière. Notamment, ça, un autre truc que je déconsidérais à l'époque, c'était le rythme. Et là, maintenant, avec le recul et ce 3e, 4e visionnage, pour moi, le rythme, en fait, comme tu l'as dit, il permet de s'attarder sur des choses, de s'attarder sur la pensée des personnes, des personnages principaux, etc. Mais aussi de profiter d'un truc qui est totalement, qui, comme j'ai dit, est indéniable, c'est-à-dire la beauté et le détail des décors, quoi. Et je pense que c'est aussi parfois un sens, même s'il dure que 50 minutes, 1 heure, c'est un film pour moi, tu vois, qui est assez contemplatif à sa manière. Et comme tu l'as dit, hein, quand Makoto Shinkai exagère tout, que ce soit les plans où quelqu'un passe un ticket de métro, etc., ou les émotions des personnages, où il va s'attarder sur des longs monologues, où le mec va tout détailler sa pensée en mode « Ah ouais, mais là ça va pas trop bien, nanana, pour telle raison. » Quelque chose qu'on peut considérer effectivement comme niais à souhait, comme tu l'as dit, ça a son importance. Et pour ce côté justement contemplatif, pour ce côté témoin en fait de ce qui se passe, quoi, en fait, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Ok. Alors juste, enfin, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que oui, voilà, en apparence, il traite les choses avec beaucoup de manière très cucu, très naïve, mais que dans le fond, le récit de fond, il est en fait assez déprimant, quoi, assez sombre, hein, au final, on peut le dire. Assez fataliste et réaliste, plus ou moins. Ouais. Parce que bon, on va spoiler la fin, mais ils finissent en fait tous les deux, et c'est là que je disais qu'il y avait beaucoup de suggestions, c'est qu'on nous suggère que elle a trouvé un mari, mais qu'elle pense toujours à son amour de jeunesse, quoi. Et que lui, il finit employé dans un taf qui lui correspond pas à Tokyo, complètement anonymisé dans une ville anonymisante. Et il pense à elle et il a que des regrets. Et il pense la croiser sur près d'un endroit où passent les trains. Enfin, voilà, près d'un endroit où passent les trains au moment de la floraison des cerisiers, parce qu'il y a toute une thématique dans le film et le titre est lié à la floraison des cerisiers. Et en fait, c'est, enfin, on sait pas si c'est elle, mais en tout cas, elle disparaît, quoi. Elle disparaît et finalement, il ne se retrouve jamais, en fait. En fait, c'est ça. Et ça qui, en fait, c'est bien que tu dis ça parce que c'est ça qui, quand tu dis que justement la thématique, même si elle est traitée parfois de manière assez, pas légère, mais de manière niaise, c'est que le discours de fond se veut quand même profondément, à mon sens, réaliste. C'est pour ça que je dis que c'est dans la relation qui est mise en place, et même si parfois il y a des choses qui vont vous faire, enfin qui m'a en tout cas fait arracher les cheveux, ça, notamment dans certains longs monologues où j'étais en mode mais mec c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que Prends-toi en main. Ouais, reprends-toi en main, mec, c'est pas possible, secoue-toi, quoi. Mais sinon, en vrai, dans l'ensemble, dans l'absolu, on est obligé de spoiler totalement le truc, mais en fait, on assiste juste à, la déchéance d'un homme, quoi. La déchéance d'un homme qui reste accroché finalement à son premier amour et qui n'arrive pas à s'en détacher et qui au final met presque sa vie entre parenthèses et sa vie de côté. À cause de ce souvenir qu'il a de Akari, quoi. Oui, qui n'est plus qu'un souvenir, puisqu'ils se sont pas revus depuis leurs 14 ans. C'est ça. Et du coup, c'est hyper intéressant, parce que la fin qui se veut, pour moi, tu vois, hyper réaliste, hyper austère, enfin, je vais dire, c'est une sorte de, pour moi, une belle conclusion aussi, parce que aussi, à la fin, tu vois, alors qu'il croit de l'avoir ou de l'apercevoir, il se retourne, moi je me souviens de la scène finale où il se retourne et il dit un petit peu en substance qu'il peut enfin prendre sa vie en main, quoi. Qu'il a enfin, entre guillemets, il a fait enfin le... Ah ouais, je me souvenais pas qu'il disait ça pour le coup, tu vois.
À la toute fin, il dit ça, et du coup, c'est à la fois un peu déprimant parce que bah là, tu te dis, tu t'attends peut-être à un happy ending à la fin où ils vont se retrouver, ils vont avoir beaucoup d'enfants, etc. Sauf que non, pas du tout. Et c'est ça C'est ça. qui est bien, c'est que le film ne te donne pas ce que t'attends, quoi. C'est ça, exactement. Bah, il suit sa ligne et en fait, il traite du début jusqu'à la fin de manière cohérente son propos. Voilà. Mais, Et donc c'est en ça, quand je disais que c'est un film qui est très japonais dans sa manière de faire, et donc c'est aussi en bien comme en mal, c'est que c'est une vision de l'amour qui est super jap, parce que au pire, au mieux il y a un bisou dans le film, quoi. c'est même juste ça, hein. C'est Ouais, même le bisou, quoi. C'est de l'amour, voilà, ultra romancé. Ouais. On l'a dit aussi, très cucu, ce qui rebutera certainement Beaucoup de personnes, ouais. beaucoup de personnes. Mais en même temps, je pense que tu vois, si ça avait été un film occidental, bah, on aurait très certainement eu un happy ending, quoi. Ouais, clairement. Tu vois, je pense à un film un petit peu similaire avec bah, le film Jeu d'enfant avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. On en a reparlé en plus, toi et On moi, en il y a a pas parlé longtemps. récemment, ouais. Et où, même si la fin elle est un peu tragique, ils finissent quand même ensemble, tu vois. Oui. Là, je pense vraiment qu'il y a un lien entre le fait que ce soit un film japonais et que le réal dise, bah, voilà, c'est le côté fataliste. Ils terminent pas ensemble et ils ratent un petit peu leur, enfin, ils ratent quelque chose qu'on a. Moi, en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment-là à la fin que tous les deux ils ont raté un truc, quoi. Bah, moi, tu vois, bah là, on parle vraiment de la fin, mais ça, justement, c'est aussi mon gros point positif, c'est que pour moi, plus je le mate, plus, tu vois, genre, il y a ma perception du film qui évolue, et c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment, tu sais, un film qui se veut beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air en apparence. Parce que là où je trouve ça intéressant, bah après là, on rentre vraiment dans la partie, une sorte de partie pseudo-analyse, mais justement, ça fait partie pour moi du positif du film. C'est que, en fait, pour moi, tu vois, t'as deux manières dont est traitée en fait la relation à distance. T'en as un pour moi qui est incarné par le personnage de Takaki, qui lui n'est pas passé à autre chose, qui est resté enfermé dans cette relation et qui est même plutôt resté enfermé dans ce souvenir de cette relation, parce qu'il en a une vision totalement, j'allais dire édulcorée du bail, quoi, genre parce qu'il était jeune, etc. Il fantasme un peu cette relation qu'il n'a jamais osé concrétiser finalement aussi. Et il reste bloqué là-dedans et il peut pas avancer. Tandis que moi, à mon sens, tu vois, à la différence de Akari qu'on voit aussi dans le troisième acte, elle, tu vois, à un moment donné, il y a une scène où on voit qu'elle prend la lettre qu'elle n'a pas osé donner à Takaki lors du premier acte, une lettre de déclaration d'amour, je précise. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il est suggéré qu'elle a continué sa vie, qu'elle a trouvé un nouveau mari, et qu'en fait, en admettant que dans la scène finale, c'était elle qui passait sur les rails en traversant, qui a croisé donc le personnage principal, contrairement à Takaki, elle ne s'est pas arrêtée, elle ne s'est pas retournée. Ce qui symboliquement voudrait dire que elle, en fait, elle a ce souvenir en tête, ce beau souvenir, mais qu'elle a réussi à avancer et voilà, qu'elle a réussi à vivre sa vie, quoi. Contrairement à Takaki, qui justement, une fois c'est mon interprétation aussi, tu vois, mais une fois qu'il a réalisé que, tu vois, bah, Akari continuait son chemin, etc., qu'elle ne s'était pas retournée, il a pu lui aussi enfin faire le deuil de cette relation, et lui aussi, en fait, continuer sa vie. C'est pour ça qu'en fait, à la scène finale où il a un peu le sourire, tu vois, où il se dit, je vais pouvoir enfin enterrer ça, quoi. Et ça, en vrai, bon, là, je suis un peu rentré dans l'analyse, mais je veux dire, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant, tu vois, en termes de narration, en termes de détails, etc. Et c'est pour ça que je dis que ce film, là, mon troisième ou quatrième visionnage, bah, j'ai trouvé ouf, parce que des choses qui ne m'étaient pas apparues à la tronche il y a quelques années, bah, en fait, plus je regarde ce film, plus je le trouve de plus en plus mieux construit, quoi, tu vois. Ouais, c'est pareil pour moi, ouais. Et du coup, bah, pour moi, c'est ça, vraiment le grand point positif qui ressort, c'est ce côté, voilà, c'est un film qui, pour moi, même s'il dure qu'une heure, il brille par ses détails. Il brille par ses détails, sa construction narrative qui est quand même, je veux pas dire une masterclass, mais qui est quand même bien fait, quoi. Qui est vraiment bien fait. Ouais, je pense que je retiens un peu les deux mêmes choses que toi. C'est la construction narrative qui est super intéressante. Parce que, en plus, ouais, c'est ça, tout le deuxième acte où il est à Kagoshima et il y a une meuf qui est sur lui et qui a l'air super sympa, qui est attachante, quoi. On l'aurait à m'avoir comme petite copine, hein, je le dis. Et où lui, c'est même pas qu'il l'ignore en fait, parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, mais c'est juste qu'il est obnubilé par Akari et donc il prête même pas attention à l'amour que lui porte l'autre. Et il lui fait du mal, parce qu'il par son presque manque d'empathie, quoi, genre c'est un peu ça. Et elle, à la fin justement du deuxième acte, elle se prend en main. Et c'est ça qui est triste, c'est que le deuxième acte, tu le vois passer à côté d'une super relation en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'il est enfermé dans son truc. Et justement, gros, mais
Mais là, t'as une scène magnifique qui me vient en tête qui illustre parfaitement ce deuxième acte. Et je crois que c'est la scène la plus belle du film aussi. Ne serait-ce qu'en termes de visuel. Je pense que tu vois la scène dont je veux parler, c'est la scène avec la fusée qui décolle. Ouais, le décollage de la fusée. Le décollage de la fusée, il est juste. Ah, mais en termes de. Je sais pas. Peut-être que je suis devenu hyper fleur bleue comme mec. Mais je suis devenu hyper fleur bleue, mec. Je pense que c'est ça. Mais je trouve qu'en termes de symbolique, mec, toute la représentation de la distance avec la fusée qui décolle, le fait qu'eux ils soient hyper proches. Parce que pour remettre dans le contexte, pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, c'est un moment clé du film où tu as cette gentille, j'allais dire courtisane, Kanae, cette gentille Kanae qui se prend en main, qui décide de dévoiler ses sentiments. Et là, ils marchent tous les deux ensemble pendant l'été sur une petite, dans une petite route de campagne, voilà. Et elle essaye, mais elle hésite tellement parce qu'en même temps, elle voit que le personnage principal, Takaki, il marche devant et franchement, il y a un plan où tu le vois, il a l'air de s'en battre les reins. Et elle, tu vois, elle tu vois la scène où elle pleure, tu vois, alors elle lutte de ouf en mode faut que je lui dise. Et sauf qu'elle elle ose tellement pas qu'elle se met à pleurer et tu te dis mais et le mec là il est devant, il est en mode ouais tout va bien hein, genre. Enfin cette scène elle est horrible et c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est que en termes de représentation de la distance, c'est que tu vois, genre, ils sont proches physiquement, mais leur éloignement, on va dire, au niveau des sentiments, n'a jamais été aussi, j'allais dire, présent qu'à ce moment, quoi. Et la représentation de la fusée qui décolle, pour encore signifier pour moi, qui symbolise encore pour moi, tu vois, ce sentiment d'espace et d'éloignement. Bah, pour moi, je trouve ça d'une certaine beauté poétique assez incroyable, quoi. Voilà. C'est ouf. Et visuellement, je crois que c'est un des premiers souvenirs que j'ai d'un truc visuel où je me suis dit waouh, parce que la fusée décolle et donc on a des plans de plus en plus lointains du décollage de la fusée jusqu'à un plan où on voit vraiment la fusée s'élever verticalement, quitter l'atmosphère, et une colonne de fumée qui suit la fusée et qui crée une ombre par rapport à la lumière du soleil enfin voilà, il y a une ombre qui est créée par une sorte de réverb, une sorte de réverbération de volumetric lighting, me dirait Félix s'il était là. Mais donc et waouh, vraiment je me suis dit putain, mais quelle idée de ouf en termes de mise en scène d'avoir pensé à ce détail là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que cette scène, et en plus, c'est ça en plus qui fait sa beauté, c'est que le décollage de la fusée, je crois que dans tout le truc, il dure 1 minute 30, un truc comme ça, enfin c'est assez long. Et tu vois la fusée qui s'éloigne. Et le fait que le réal se dise, vas-y, on va prendre le temps de voir une fusée qui décolle pour la symbolique, pour la beauté, pour marquer un tournant dans l'histoire. Et comme tu l'as si bien dit, juste la beauté visuelle du truc, quoi, et le souci dans le détail. Et bah ça, je pense que avant ça, ce plan qui me faisait, qui m'ennuyait quand j'avais 16-17 ans, bah maintenant je le trouve magnifique, quoi. Ah, le plan de la fusée, il t'a ennuyé quand t'avais 16-17 ans? En fait non, j'avais trouvé beau, mais je l'avais trouvé trop long, tu vois. Ah ouais, ok. Je l'avais trouvé trop long, et c'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, quand j'avais maté à 16-17 ans, mec, j'avais pas... J'étais quelqu'un de pressé, apparemment. Alors que maintenant que tu vis à Paris, tu es quelqu'un de moins stressé. De beaucoup plus calme. Parce que maintenant que je connais le métro... Non, je déconne. Plus rien ne me stresse. Mais non, mais c'est là, tu vois. Et... Ouais, non, mais cette scène, elle est juste fabuleuse. Et je pense que... Je vais pas dire qu'elle résumerait tout le film, mais plus ou moins, quand même, s'il y a bien une scène à retenir, c'est celle-là, quoi. Ouais, clairement. C'est la scène marquante. Alors, celle-ci, et moi aussi, j'ai un grand amour, je dirais, pour la scène où il la retrouve quand ils ont 14 ans. Il sort du train et c'est la seule qui est encore là. Ils mangent des nouilles et ensuite ils partent et ils marchent dans la nuit en plein hiver dans les champs comme ça pour aller voir le cerisier. Ah oui. Et j'adore cette scène parce que ils sont tous les deux, ils échangent pas un mot, ils marchent dans le silence et t'as juste les bruits de pas dans la neige, et je trouve que ça représente tellement bien le sentiment que tu peux avoir dans une nuit d'hiver, justement. La scène, elle transmet vraiment bien ça. C'est un animé et un style d'animation qui est très viscéral parce que ça te fait vraiment ressentir ce que tu peux ressentir quand t'es dans ces situations là, en fait, quoi. Et donc ouais, moi je retiens cette scène également.
En plus, c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique aussi, cette scène, parce que bah là, un truc comme tu as dit qui est viscéral et qui rend le truc où tu t'accroches et que tu es immergé de ouf dedans, bah c'est déjà la beauté des décors, le souci dans le détail où tu vois quand il souffle, on voit un petit peu de fumée qui sort, Ouais, un peu et épais, ouais. un peu de buée, ouais. Et surtout, bah, aussi le sound design, quoi, quand ils sont dans la neige, j'entends les frout, frout, frout. Ouais, voilà, là c'est très mal, je le vois hyper mal, hein. Ce moment d'ASMR vous est offert par Sponsorisé par Delobel. Dolbel Productions. Mais donc ouais, enfin franchement, je pense que voilà, ne serait-ce que visuellement, ce film est une pépite. Et ça, donc ça c'est le premier point positif, si on peut dire. Et le deuxième point positif, bah c'est franchement la construction du film qui est juste fabuleux, ça, comme on l'a dit, quoi. Ouais. Et qui est vraiment qui a vraiment du souci dans le détail et qui se veut beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît au prime abord, quoi. C'est la thématique traitée. Et après, bon, troisième point, moi, mec, je pense que je pourrais mettre quand même, c'est pas le point principal en point positif, mais la musique fait le taf. Putain, j'attendais que tu m'en parles, mon gars. La musique fait le taf, ouais. J'attendais que tu Ouais, m'en parles ok. parce que moi, j'adore les musiques de ce film. Ouais. Et j'ai le souvenir que je t'en avais parlé et tu m'avais dit, bof, non. Bah, tu vois, c'est pour ça que je dis que, mec, T'en étais battu les reins. je pense que c'est pour ça que je te dis que mon visionnage a largement évolué, mais surtout, en fait, surtout. Mais moi, genre la bande son de 5 cm par seconde, je sais pas combien de fois je me la suis écoutée, mais je trouve, enfin, elle l'accompagne tellement bien là-dessus, Vraiment, mon gars. vraiment, je suis d'accord, ouais, maintenant, ouais. Et alors voilà, c'est des petites musiques, c'est des petits thèmes au piano. Mais toujours le même thème qui revient, bah, le thème principal, je vais pas chanter, hein, pour pas vous dégoûter. C'est quasiment que du piano, Mhm. un petit peu, je crois, de violon. Oui, de mais- violoncelle peut-être. Violoncelle, mais souvent mélodie principale À certains piano moments. et cordes derrière, mais soit la rythmique, soit en accompagnement, quoi. Ouais. Souvent. Et avec un moment musical quand même dans le film, un demi-clip on va dire, Ouais. avec un chanteur et une guitare. Ouais, bah c'est la musique qu'on entend à la fin de un peu de Ouais. J-pop, hein, si on peut aussi, enfin de pas de Oh, J-pop, mais non, c'est pas de la J-pop. Bon, Je saurais pas comment je pourrais même, je pourrais pas le dire, mais c'est un peu la musique d'ending, c'est la musique Ouais, d'ending. ouais, c'est ça. Bah en fait, Mais bah, que je trouve joli moi, j'aime beaucoup cette musique. bah moi je la trouve magnifique parce que tu sais, bah elle reprend, enfin ce que j'ai entendu, elle reprend en fait le thème principal que t'entends au piano tout le long. Oui, tu vois. ouais. Et du coup, bah, je sais pas, ça fait, tu vois, quand tu l'entends, tu es en mode, oh tiens, Ouais. c'est la musique du thème, du coup, ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que, bah, mec, je me souviens plus pourquoi je t'avais dit que j'avais pas kiffé la musique avant, maintenant. Bah écoute, je suis ravi que tu aies fini par te Bah, changer. Y a que les cons qui changent pas d'avis, apparemment, mais ouais, c'est clair. Non, ouais, la musique est magnifique. Et ouais, c'est typiquement des musiques, moi je trouve que t'as envie d'emmener avec toi en marche, justement, marche, ouais. enfin en rando ou Ou pour te quand poser tu quelque vas. part devant un paysage ou quoi que ce soit. Ouais. C'est des musiques très calmes, très. Non, ouais, super agréable. Donc voilà, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des points positifs, ouais, parce qu'on a parlé, du visuel, de la profondeur du scénario, etc. Ouais. De la bande son. Bon, maintenant, bah, parce que je pense qu'il faut quand même l'aborder, parce qu'il y a quand même des trucs, parce que le fait que j'ai pas aimé le film à 16-17 ans, c'est qu'il y avait quand même des raisons, donc. Donc on va rentrer dans le domaine un peu plus critique. Ouais. Quels sont les points négatifs? Alors, je pense que Ouais. toi, tu pourras encore plus les développer que moi. Mhm. Moi, bon, j'en vois un énorme, et on l'a déjà évoqué, en fil rouge un peu. C'est que, voilà, c'est de la romance à la japonaise, et qui plus est dans l'animation, donc avec les doublages qui en font des caisses. Et ça peut très facilement avoir un côté insupportable. Gnan, Où, gnan. voilà, c'est beaucoup de, c'est des surréactions, c'est beaucoup de gnangnan, enfin voilà, il y a beaucoup de moments comme ça où t'as un peu envie de te faire des facepalms parce Te que taper la tête, ouais. ouais, parce que c'est à la Jap quoi. C'est genre, à la Jap, ouais. tout en étant super pudique, voilà, il y a pas de sexe, c'est complètement safe, vous pouvez montrer ça à vos enfants. Y a pas de souci. Mais enfin bon, je veux dire voilà, on parle d'une histoire d'amour et il y a un bisou dans le film. Et un mignon petit bisou sous un arbre. mignon Hein, petit bisou, ouais, enfin voilà. Et c'est aussi, enfin, ce qu'on citait comme qualité du film précédemment, le fait que tout est ultra esthétisé, esthétisé, ça se dit Esthétisé, ouais. Esthétisé. Enfin, du moins, je comprends ce que tu veux dire, donc Ouais. oui. Tout est ultra esthétisé. Ah putain. Esthétisé. 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 Et donc c'est enfin, il y a pas de place à
à quelque chose de naturel un peu. Enfin voilà, parfois il y a un côté un peu trop propre, je pense. Et d'ailleurs je l'ai visionné avec Arthur et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit c'est un peu trop parfait, quoi, un peu trop propre. Ouais, je vois. En tout cas dans la forme, parce que comme on l'a dit, dans le fond forme du récit, c'est un récit qui est relativement sombre, mais en tout cas dans la forme, ouais, c'est voilà. Ouais, c'est parfois ça qui peut dégoûter parce que ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je pense que vraiment, et c'est pour ça que maintenant je modère largement ce point négatif qui est effectivement dans la forme, parce que en fait pour moi maintenant dans le fond c'est enfin pas l'une, parce que je vais pas dire l'histoire la plus sérieuse, mais on va dire l'une des histoires, on va dire notamment du cinéma asiatique ou de la japanimation qui traite une romance de manière aussi réaliste, quoi. Du coup, enfin aussi profonde et aussi dure. Mais par contre, voilà, si on doit vraiment rentrer dans le point négatif, bah mec, je vais rebondir sur ce que tu dis, hein, et même je vais te suivre totalement. Hein, ce qui m'avait fait abandonner, enfin pas abandonner le film, mais ce qui à la fin de mon visionnage, la première fois quand j'étais jeune, bah j'étais sorti là en mode ah purée, c'est gnangnan quoi, c'est que la praline, et j'étais là, je fais mais déjà, enfin, j'accrochais pas au rythme, j'accrochais pas au personnage, le personnage de Takaki. Bah, d'ailleurs, je le trouve encore un peu insupportable, mais bon, je modère un peu. Insupportable comment ? Bah pas insupportable, tu sais, imbuvable, mais parce que ça participe au scénario. Mais juste, tu vois, genre à l'époque, moi, ce qui m'avait saoulé, c'est son côté, voilà, notamment dans l'acte 2 où il est tout seul, un peu en mode Dark Sasuke avec son portable. Dark Sasuke, ouais, il a un côté Dark Sasuke, c'est vrai. Qui est en mode, voilà, j'écris mon message dans mon coin, et en plus on apprend dans le film qu'il les envoie pas du tout, et je suis en mode... Ouais. Et t'as envie... Ça, à la limite, ça m'a pas choqué, je trouve que ça... Enfin, ouais, enfin, en tout cas, le fait qu'il envoie pas les messages qu'il tape, je trouvais ça. Maintenant, tu vois, je trouve que ça, tu vois, par exemple, tu vois, pour moi, c'est un détail maintenant que je considère en point positif, tu vois. Mais ouais, ça, c'est ça. Ça renforce un peu son côté. Enfin, tu sens déjà que la relation, elle est plus que dans sa tête au final, quoi. C'est ça. Bah, en fait, qu'il est rattaché à un. Bah, alors, on rentre dans le point positif et l'analyse, mais voilà, qui est rattaché à un souvenir, et que s'il voulait vraiment qu'on recontactait Akari. Ouais. Bah, il le pourrait, sauf qu'en fait il est tellement attaché à cette relation qu'il avait eue avant, à cet idéal de relation, qu'il n'ose pas, parce que je pense qu'il a juste peur de se prendre un râteau, quoi, en fait, c'est un peu... Mais par contre, le côté Dark Sasuke, ouais, genre c'est ça, tu vois. Tout seul sur la colline, avec le vent et tout... Avec parfois, dans l'acteur, ouais, c'est ça c'est terrible. Et ça qui m'avait un peu agacé, ça qui m'avait un peu profondément décroché, ouais, c'était le côté hyper gnangnan, les scènes un peu, où tu vois, même... On va parler de la scène, tu sais, quand elle veut déclarer, donc dans l'acte 2, où là, il y a la meuf qui est amoureuse de Takaki, donc celle qui se fait prendre une friendzone de qualité, quoi. Kaede. Kanae. Bah, quand tu vois Kanae qui se met à chialer, etc. Alors, je précise, hein, j'avais dit que c'était un côté positif, mais c'est vrai que la première fois que j'avais maté, moi, j'étais en mode... Parce que comme tu l'as dit, c'est à la japonaise, donc du coup... Le doublage en fait des tonnes. Ouais, et du coup, la meuf qui fait... Premier visage, je te donne. Ouais, c'est ça, pleure, tu pisseras moins, quoi. Enfin, genre, et c'est vrai que je l'ai regardé avec Arthur et il me semble bien qu'il s'est tapé, il s'est tapé une barre à ce moment-là, ouais. Et personne peut lui en vouloir. Bah, je pense qu'en vrai, voilà. Mais en fait, c'est ça. Je pense qu'en vrai, mec, c'est. En fait, ça dépend, en fait, je vais pas dire le degré de sensibilité, mais de quelle manière, en fait, je pense que vous êtes habitué un peu à la romance traitée à la japonaise, quoi, tu vois. Parce que je pense qu'en vrai, c'est un film, je pense que si t'as vraiment regardé que des trucs un peu, occidentaux, etc., sans vraiment regarder la japonisation. Là, on rentre dans la partie à qui vous le recommanderiez. Ah oui, bah là, je pense qu'on a fait le tour des points négatifs ou... Ouais, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Moi, j'aurais rien d'autre à rajouter non plus, parce que sinon, sur le reste... Bon, je veux pas dire que c'est un sans faute, mais il remplit les critères, quoi. Ouais, non, il est Makoto Shinkai. Il ressemble bien à son réel et il sort du lot, je pense, dans les. De toute cette filmo, ouais. Je pense que et dans sa filmo aussi, ouais. Et dans sa filmo également. Je pense que dans sa filmo, bon, il y a eu Your Name que j'ai grandement apprécié, mais même Your Name, tu vois, genre, j'ai plus maintenant tendance à apprécier 50 cm par seconde que Your Name. Moi aussi, c'est 5 cm par contre. 50 50, c'est une boule de pétanque. Ah oui, et la fleur de cerisier qui défonce Tokyo, quoi. C'est 50, c'est Little Boy sur Hiroshima. Ouais, c'est là, la parodie un peu malsaine, tu vois, genre. 50 cm par seconde. Maman, j'ai téléchargé le mauvais film. Oh là, les
gros Je sais beauf. pas si je vais la garder celle-là quand même. Elle est quand même drôle. Euh, Non, Qu'est-ce mais qu'on disait? oui, la partie plutôt à qui on le recommanderait, ouais. Oui, à qui on Ouais. recommanderait? Et bah moi mec, vu que comme on l'a dit, hein, enfin c'est un film qui dénote déjà de toute de l'animation globale et qui en fait représente, je pense, le mieux Makoto Shinkai et qui pour moi maintenant est son meilleur film totalement parmi tout ce qu'il a fait. Et du coup, moi je le conseillerais pour déjà pour des gens qui ont vu Your Name en fait, des gens qui ont Ouais. vu Your Name Et qui ont apprécié Your Name. et qui ont apprécié Your Name parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu Your Name et qui l'ont apprécié. Et du coup, moi je me dis, ouais, effectivement, pour ces gens-là, vu que vous avez quand même eu déjà une patte dans la filmo de Shinkai, voir 5 cm par seconde, déjà je pense que ça vous. 5. J'ai dit 5 cm par seconde, non? J'ai redit Ah 50. pardon, ok, j'ai compris 50. Ah merde. Non, écoute, l'enregistrement nous dira... Ouais, qui aura raison, qui a tort. Et je pense justement le fait de mater ce film qui est 5 cm par seconde, je trouve que c'est aussi un bon film pour soit pas forcément entrer dans la matière, mais pour continuer. Si vous avez kiffé Your Name, quoi. Pour explorer la filmo, je pense que c'est vraiment le film que je recommanderais chez Shinkai parce que pour moi c'est son meilleur. Voilà. C'est son meilleur. Et toi, Ok. juste, ce serait à qui tu le recommanderais là en priori comme ça? Alors clairement comme toi, Mhm. pour les gens qui ont vu Your Name, qui ont aimé Your Name, et je suis entièrement d'accord pour dire que 5 cm par seconde est mieux que Your Name. Mhm. Et en plus, alors j'ai vu qu'il avait encore fait un autre film qui m'a l'air un peu d'être un Your Name, mais avec des enfants qui ont des pouvoirs météorologiques. Oui, Weathering with You. Ouais, alors ouais. c'est peut-être que je suis totalement dans l'erreur et que c'est un beau film, mais j'ai Alors, l'impression que c'est quand même une grosse ressucée de Pour Your Name. l'avoir vu, mec, je l'ai vu il y a quelques mois, ce film. Ouais, Et, mec, je veux dire qu'il est pas bien, enfin, il est pas ouf, quoi. Enfin, il est pas ouf. Il est pas ouf, ouais. Il est pas ouf du Ouais. tout. Effectivement, C'est dommage. en caricaturant, effectivement, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est un Your Name avec les mêmes thématiques, les mêmes trucs. Même, j'allais dire presque des persos bis, quoi. Sauf qu'ils ont un peu des pouvoirs. Et à part l'animation qui est toujours aussi belle et les visuels qui sont toujours aussi beaux, ouais. on va dire que tout le côté poétique, etc., je l'ai pas retrouvé et je trouve que ça. Weathering with You, il perd largement en qualité, quoi. Voilà. C'est dommage. Alors que justement, je pense que quand tu regardes 5 cm par seconde, c'est vraiment du Makoto Shinkai brut, quoi. C'est le Brut, diamant ouais. qui est pas encore travaillé. Très clairement. Donc avec des défauts, parce que voilà, on l'a dit, le film est cucu, mais cela dit, Your Name est aussi Et cucu, aussi à cucu, sa mais manière. voire plus que Voire plus, 50 cm ouais. par seconde à certains aspects, hein. Ouais. Et Certains donc aspects. voilà, et tu sens, ouais, il y a un peu ce qu'on pourrait appeler l'honnêteté des premières œuvres, tu vois, dans le sens où tu sens Ouais. que voilà, il avait un truc sur le cœur et voilà, il l'a balancé dans ce film d'animation. Et il y a une forme de pureté un petit peu dans la manière dont c'est traité, enfin en tout cas comme je l'ai ressenti. Mhm. Alors que Your Name, tu sens une affirmation, tu sens que le gars il a déjà plusieurs films à son actif et qui maîtrise un peu les codes et c'est plus créé comme un film à succès que 5 cm Ouais. par seconde, quoi. Je suis d'accord. Parce que c'est ça, en fait, comme tu l'as dit, pour moi, 5 cm par seconde, je dirais, bon, si tu dois faire un rapprochement, c'est carrément plus un film d'auteur avec des thématiques proches, enfin, très, très, comme tu as dit, très, très pures de Shinkai. Et Ouais, je c'est- pense ouais. que au fil de sa filmo, et pour moi, Weathering with You est le dernier donc film qu'il a sorti, je crois, en 2019, si je me trompe pas. Ouais. Je pense qu'il représente vraiment ce côté où Shinkai, sans vouloir critiquer le réal, hein, vraiment, parce que j'adore ce réal, mais Il a senti le filon. voilà, c'est ça, il a exploité. Parce que le grand rêve de Shinkai, c'était vraiment, je pense, de pas concurrencer Ghibli, mais de faire comme Ghibli, c'est-à-dire de s'exporter à l'Occident, d'être à l'international, un truc qu'il n'avait pas réussi à faire, même avec le voyage un peu vers Agartha, alors qu'il s'inspirait clairement de Ghibli. Et dès qu'il Ouais. a vu que Your Name marchait très bien, un succès qui méritait certes, mais qui, comme tu l'as dit, qui répond beaucoup plus à, on va dire, un film service. Voilà. Enfin, c'est un peu une insulte ce que j'ai dit, mais dans le sens où il remplit beaucoup plus de cases et qui est Ouais, beaucoup ouais. plus appréhensible pour un public occidental. Et en fait, il a sorti le filon, il a continué dans la même thématique avec Weathering, et tu sens qu'en fait, malgré le fait qu'il garde cette thématique de romance, barrière, je pense que ça perd légèrement en sincérité, vraiment. Et 5 cm par seconde, pour moi, comme tu l'as dit, on a ce côté brut, on a ce côté sincère. Et aussi, c'est le seul film pour moi qui prend un risque, quoi. Qui Ouais. à la fin, ça se finit pas très très bien, avec un personnage quand même qui est dépressif, qui se laisse aller. Et ça, c'est Ouais, c'est un film Voilà, qui, en quand tant même, que hein. spectateur, te laisse mal, quoi, quand il se laisse termine. mal, ouais.
Déjà, il te laisse mal le premier visionnage parce que, comme on l'a dit, la narration est décousue, tu peux être un peu confus. Et il y a des trucs voilà, qui sont suggérés, qui passent vite, et donc tu peux ne pas tout comprendre, tu peux être confus, et en plus, il termine sur une touche un peu négative, donc c'est un risque, comme tu dis. C'est un risque. Donc c'est pour ça, après, je pense que... Ouais, pardon, vas-y, tu allais dire. Non, vas-y. Ah oui. C'est pour ça que je pense qu'en vrai, en seconde catégorie de personnes à qui je conseillerais ce film, c'est, en vrai, des gens, qui veulent, qui veulent voir pour moi une romance traitée, ça on n'aura pas arrêté de le répéter pendant le podcast, mais qui cherche en fait à avoir un film qui traite une romance de manière, au-delà de sa forme, de manière à finalement assez sérieux sur son propos, quoi, assez réaliste sur son propos, je trouve. Ouais, je dirais même, en fait, si vous êtes habitué de films de romance, et que vous commencez à en avoir un peu marre, que ce soit souvent les mêmes schémas, et bien regardez ce film parce que peut-être qu'il vous plaira pas, mais en tout cas ça regarde différent sur la même thématique. Il y a ça, et aussi pour les gens qui connaissent pas, tout simplement regardez d'abord les deux courts-métrages de Makoto Shinkai. Ouais. Donc celui sur le chat et l'autre dont tu as parlé au début, Tim. Ouais, The Voice of Distant Star. Voilà. Mon accent anglais de qualité. Et toujours. Et s'il vous plaise, dans ce cas-là, lancez-vous sur 5 cm par seconde. Qui est une très belle porte d'entrée dans l'univers de Makoto Shinkai, parce qu'en plus, je le redis, le film ne dure qu'une heure, donc c'est jamais un engagement. Pas beaucoup de temps, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Quoi qu'il arrive, peut-être vous n'aimerez pas l'histoire, mais très vraisemblablement, au moins vous passerez un bon moment visuellement parlant. C'est ça, et auditivement parlant, parce que c'est vrai que je pense qu'en termes de décor et de qualité visuelle, c'est peut-être l'un des meilleurs qu'on peut voir actuellement sur la scène de la Japanimation, quoi, voire peut-être au niveau des décors le meilleur dans un certain sens, dans son style du moins. Et je pense qu'en vrai, moi je pense, je sais pas si je le considérais comme port d'entrée à la Japanimation tout court, tu vois. Non, je pense pas. Ghibli reste la meilleure porte d'entrée à la Japanimation. Un bon exemple, c'est que j'ai pu montrer le voyage de Chihiro à mon père, qui est pas du tout porté sur la Japanimation, et il a kiffé. Ah, il a aimé. Nice. Mais jamais je le montrerai à 5 cm par seconde, il va me prendre pour un fou. J'avoue que si je monte 5 cm par seconde à mes parents, il va me dire, mais mec, qu'est-ce que t'as t'as un truc à nous dire Je pense que mon père va me dire ça. T'as un truc à nous dire, ouais. Il faut le dire, Jules, là. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai que en fait, c'est ça, parce que je pense qu'il faut être un peu habitué, effectivement, au code de la Japanimation, je pense, et à la manière dont certains personnages sont construits, et au dialogue, et à la manière dont c'est doublé, pour pas vraiment prendre ce film, littéralement au pied de la lettre, et juste de se concentrer vraiment que sur des aspects qui peuvent être apparemment négatifs, et se dire, voilà, ça peut je pense que ça peut être compliqué pour ceux qui ne sont pas déjà amateurs de la Japanimation de se lancer là-dedans, quoi, quand même. Enfin, dans 5 cm par seconde. Ouais, je conseillerais de se mater quelques Ghibli. C'est ça, Princesse Mononoke, Chihiro. Ouais. Mais du coup, vu qu'on parle de Ghibli, je pense qu'on peut passer dans la petite partie que justement on a cité en intro. Le petit bonus, ouais. Est-ce que justement le fait de comparer Makoto Shinkai à Hayao Miyazaki est pertinent. Est-ce que c'est pertinent, ouais. Enfin, en tout cas, d'en faire son héritier, quoi. C'est ça. Parce que, on remet dans le contexte, effectivement, à la sortie du Your Name, quand le film a été acclamé, c'est un peu ce que disaient tous les médias, presse écrite ou même presse spécialisée, qui disaient, c'est le nouveau Miyazaki, il y a la relève qui est présente, nanana, etc. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est légitime? Bon, on peut en discuter. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est uniquement pertinent si tu dis que, et on l'a dit dans le podcast, que Makoto Shinkai est en adoration pour le travail de Miyazaki et qu'il s'en est beaucoup inspiré, notamment pour un de ses films, et qu'il a la même ambition que le studio Ghibli de passer à l'international. Pouvoir porter ses films à l'international. Hors de ce cadre-là, pour moi, c'est nul et non avenant. Non avenu. Tout simplement parce que il traite pas du tout des mêmes thématiques. Le style graphique n'est pas non plus, n'est pas le même. Et surtout, autant je disais que Makoto Shinkai est un cinéaste qui a tendance à prendre le réel pour le magnifier,
autant Miyazaki est un cinéaste du fantastique. Ouais, oui. Miyazaki, Exactement. c'est le fantastique, c'est un peu... Et pour le coup, je trouve que la comparaison entre Miyazaki et Disney, enfin de l'appeler le Disney japonais, est plus pertinente Ouais, que de dire que Makoto Shinkai est l'héritier de Miyazaki. C'est seulement l'héritier, voilà, du point de vue occidental, où on connaît un seul Jap qui fait de l'animation, et là d'un coup on en connaît un deuxième, donc c'est son héritier, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Parce que, en vrai, moi, ce genre de comparaison, j'ai toujours un peu de mal, parce que c'est un peu, tu vois, à l'époque, quand Miyazaki, justement, commençait à percer, on considérait que c'était le nouveau Osamu Tezuka, celui qui a fait Astro Boy, quoi. Ouais. Qui était considéré comme le dieu du manga. Donc, du coup, je suis un peu en mode, bah ouais, non, mais... Ouais, ou bien, voilà, comme Squid Game, qui est considéré là, actuellement, un peu comme The New Battle Royale, quoi. Du Ouais, coup, ouais. bon, les gars, enfin, je veux dire, bon, on va passer dans le côté un peu coup de gueule, hein. C'est pas parce que c'est pas parce que il y a, on va dire, deux œuvres un peu orientales qui reprennent un peu des mêmes, on va dire, critères, que ça le fait, que ça fait forcément une relève, quoi, genre, ou l'héritier de quelque Il y a chose. forcément une filiation. Bah, je sais pas, à mon sens, c'est comme si tu disais, ouais, Spielberg, c'est l'héritier de Kubrick, quoi, genre, enfin... Ouais. Et encore, bon, là, Ouais, j'exagère, ouais. c'est caricatural de ouf, hein, ce que je dis, mais... Enfin, même s'il y a des petits trucs en commun, bah, il y a quand même... Enfin, voilà, c'est là où je suis d'accord. En fait, je te rejoins totalement, mec. C'est que, effectivement, je pense que dans l'ambition de Shinkai, ça rejoint les ambitions de Ghibli qui ont été concrétisées à leur époque, et même toujours. Sauf que, encore une fois, bah, comme tu l'as dit, bah, les thématiques ne sont pas les mêmes, le style de dessin et d'animation ne sont pas du tout les mêmes, parce que je sais que Miyazaki, lui, jusqu'à très récemment, même tous ses films, il s'attache au fait que ses films soient réalisés encore à l'ancienne méthode, c'est-à-dire au full... Enfin, totalement en dessin, Oui. pur et dur, avec au crayon, etc. Même si je crois qu'il a utilisé un petit peu d'ordi quand même pour ses derniers films. Tandis que Shinkai, bah lui totalement, c'est l'utilisation de décors, l'utilisation parfois de la 3D, une animation qui est beaucoup plus faite à l'ordi, l'utilisation d'effets de lumière faite à l'ordi, enfin, et qui magnifie d'ailleurs le tout. Hein. Mais du coup, on voit bien que c'est deux styles totalement différents. Et rien que pour ça, c'est incomparable. Et voilà, et les deux thématiques, enfin les thématiques qu'ils abordent, les réalisateurs sont pas, je vais pas dire à des millénaires, mais ils sont pas du tout les mêmes, quoi. Ils sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, je pense que j'ai été super étonné du succès de Your Name en Occident, mais je pense que jamais le studio de Shinkai n'arrivera à atteindre la renommée de Ghibli à l'international, tout simplement parce que les histoires de Shinkai, elles sont ultra nippo-japonaise et beaucoup moins adaptée à un public occidental que celles de Ghibli, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, qui sont plus universelles. Bah, plus universel et qui parle surtout d'un truc, comme tu l'as dit, le fantastique, et qui est, on va dire, beaucoup plus, j'allais dire, commun. Tandis que les relations qu'aborde Shinkai, bah ouais, c'est comme tu dis, c'est l'amour hyper épuré japonais, quoi, et du coup c'est pas quelque chose qui va forcément animer les gens. Et après voilà, enfin le seul truc où il a essayé vraiment de s'inspirer de Ghibli, et ça se ressent, c'est le voyage vers Agartha. Ouais, voyage vers Agartha. Et là on ressent vraiment une inspiration même totalement, enfin un hommage totalement visible, quoi, vraiment, enfin pour moi c'est quand même bien emprunté, quoi. On peut le voir dans le... qui au final, on en parlera si un jour on le traite, moi j'ai trouvé que c'est pas un super film, enfin il est super beau visuellement, il y a des vrais bons moments, mais t'as vraiment l'impression de regarder un sous Ghibli, quoi, un ressucé de Ghibli. C'est ça, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, on va en parler effectivement si on le traite, mais ouais, en fait on a le côté artistique du Ghibli sans le fond que peut apporter un Ghibli, quoi. Et je pense que c'est là où Makoto Shinkai va avoir du mal à se détacher, selon moi. C'est qu'en dehors de la romance et des barrières qu'il traite relativement bien, voire là, sa filmo par contre montre quand même qu'il y a un léger déclin, je trouve. Du coup, je sais pas s'il pourra changer même de genre, en fait, et de se mettre dans le fantastique ou l'action-aventure qui parlerait plus à un public occidental, quoi. Je sais pas s'il pourra faire cette transition, s'il veut vraiment s'exporter ailleurs, quoi. Moi, je pense que tant qu'il sort pas de cette thématique, comme tu dis, de la romance, c'est compliqué. Et encore une fois, j'ai été vachement étonné, GG à lui, du succès de Your Name, parce que je pensais pas que ça marcherait autant. Mais voilà, est-ce qu'il va arriver à transformer l'essai? Là, le film qui a suivi semble plutôt nous dire que non. Montre pas, ouais. Mais là, je pense qu'il a quand même une grande force, et je pense qu'il... Enfin, bon, j'ai l'impression que je vais donner des conseils à Shinkai, genre, tu devrais faire ça, mec. Ouais, de ouf, on est trop... on essaie de conseiller, mon gars. Mais, ouais, de ouf, j'aimerais bien. Mais là où je pense que là où il est fort, tu vois, c'est la manière
Un jour, il Bah. va écouter notre podcast, il va faire. C'était génial. Ouais, en vrai, on serait de bons conseils. On est occidentaux, on connaît sa filmo, on est un peu entre deux. Hein. Franchement, C'est il vrai, peut- c'est il vrai. peut nous engager hein. Et nous payer. Allez, c'était la séquence autosuçage et nous payer. Et surtout nous payer. mais je pense, en vrai, là où il y a un truc, il a une carte à jouer, mec, parce que là, c'est quelque chose qui traite relativement bien. C'est quand même, par exemple, et ça c'est dans Your Name, on le voit, c'est le côté un peu fantastique. Et j'entends dans le sens où, notamment quand il traite le voyage dans le temps, en fait, où il te paume un petit peu, etc. Ouais. Et le côté, la frontière entre l'irréel et le réel, ça, Ouais. on voit quand même qu'il. Je dis pas qu'il le traite parfaitement, mais on sent qu'il a. Il a des billes. Qu'il a des billes. Et je suis sûr que s'il travaille un peu sur ça et le scénario autour de ça et même cette thématique-là, je suis sûr qu'il pourrait nous pondre un vrai petit chef-d'œuvre d'animation sur le fantastique à l'état pur, quoi. Et je pense que ce serait très bien. Mais pour ça, en fait, je pense qu'il faudra à un moment donné qu'il se détache un peu de son genre, de la romance qui, pour moi, l'enferme un peu trop, quoi. Même si c'est sa marque de fabrique. Ou bien il retourne à des choses plus brutes, un peu comme 5 cm par seconde. Voilà. Un peu, Ouais. voilà, avec des prises de parti, des prises de risque et voilà, ouais. Voilà, et donc je pense qu'on va clore sur ça. Un conseil pour Makoto Shinkai. Si Quoi. tu nous écoutes, frérot. Tu fais ce qu'il te reste à faire, voilà. Voilà, courage à toi. T'inquiète pas, tu vas le dépasser, Ghibli, mon gars. C'est gratuit, nous on C'est est gratuit. comme ça. On donne. On donne, mais sans forcément rien recevoir. Sans rien attendre en retour. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On est altruiste. On est Ce altruiste. podcast, c'est avant tout un don de nous. Exactement. Oh, c'est beau. C'est pour ça que l'on espère, là, quand cet épisode va être publié, que vous êtes encore nombreux, vous êtes là à nous écouter, à nous suivre, parce que c'est un plaisir de pouvoir partager notre savoir avec vous. Voilà, notre connaissance, notre érudition, je dirais même. Exactement. Je suis sûr que quand cet épisode va être publié, vous êtes déjà des milliers, voire des centaines de milliers à avoir écouté Chicken Run. On sait que vous avez kiffé. Bah oui, c'est vrai, grâce à nous, les visages de Chicken Run sur internet ont bondi et, C'est ça. et toute la bande passante française, du moins, A été enseveli, quoi. consacrée à. Ouais. Je pense qu'on a créé vraiment une Madeleine de Proust autour de Chicken Run et il y a vraiment eu une bulle autour de ça, tu vois. Et Ouais, on a on relancé. dit même qu'il y a un comité de Chicken Run qui a été fondé pour 2022. Ah, pour les élections, carrément. Ouais. Ouais. Pour remettre en place, pour démocratiser le stop motion. Non, c'est pour l'abattage des poulets. C'est vegan. Ah, c'est vegan. On voit qu'on n'a pas les mêmes priorités hein, dans les comités. Ouais, de ouf. On voit qu'il y a vraiment deux combats, quoi. Hein. Donc un qui est plus important. Hein. Plus de stop motion. En tout cas, bon, je pense qu'effectivement, on va pouvoir finir là-dessus. Yes. Et avant de se quitter, mon cher Jules, de quoi allons-nous parler pour le 3e/6e épisode, enfin 5e épisode? Eh bien, pour notre 6e épisode, on va parler d'un film d'horreur. On sera un petit peu à la bourre par rapport à la diffusion pour Halloween, mais comme on enregistre cet épisode aux alentours d'Halloween, eh ben on va parler de Massacre à la tronçonneuse. Le film original de 1973, 14, 15, dans ces eaux-là. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Mais donc voilà, la thématique se prête à cette période. Et du coup, les amis, préparez-vous à frissonner. 79, c'était 119 Ah ouais. pas mal, t'avais 4 ans de battement, donc ça va. Attends, édité en... Ah non, 74, c'était 74. Ah bah bien joué. Édité en VHS en 79. Bien joué, bien joué. Bon, t'es déjà briefé pour le film. Et ouais. Nickel. Bon, et bah merci pour aujourd'hui mon team. Bah merci à toi mon Jules, toujours un plaisir. Et merci à tous les gens qui nous ont écoutés sur ce 2e épisode. Nos beaux On auditeurs. vous aime, on vous embrasse, on vous fait des gros kiss bisous. Et à la prochaine. Gros bisous. Sur le comptoir des recos.